Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Sales Enablement et surtout d'audit commercial. Comment on va pouvoir auditer son activité commerciale, les questions à se poser pour tout simplement améliorer son efficacité commerciale. Alors, j'ai écrit cet article en fait pour Sparklane, hein, la solution de Sales Intelligence justement qui aide les commerciaux à mieux développer leurs ventes. Et donc justement, le Sales Enablement fait partie justement de la Sales Intelligence parce que tout simplement en fait c'est un changement d'état d'esprit. C'est tout simplement mettre en place des méthodes et des stratégies efficaces pour l'amélioration continuelle de l'efficacité commerciale. On est vraiment là-dessus. Ça veut dire que on a laissé pendant très longtemps les commerciaux se former une fois à l'école et puis après, bon, bien sûr, ils vont dans l'entreprise et les méthodes évoluent peu. Il y a dans certaines entreprises, on vend de la même manière maintenant qu'on vendait il y a 10 ans ou il y a 20 ans quasiment. Les seules choses qui ont changé, c'est que le bon de commande a été remplacé par un logiciel et que les fax ont été remplacés par les emails. Or, en fait, la société évolue, les moyens de communication évoluent, les besoins des clients évoluent. Et donc, justement, le Sales Enablement est là pour aller essayer de faire une optimisation continue des équipes commerciales. Alors, donc, bien sûr, il y a des classiques, hein, la formation de l'équipe commerciale, les bons outils. On parlera bien sûr d'outils classiques, hein, CRM, etc. Mais après, il y a des outils aussi qui utilisent le social selling, la vente via les médias sociaux. C'est le coaching. Là, encore une fois, on est encore un petit peu neuf là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le coaching, c'est la réunion commerciale qu'on fait tous les lundis ou une fois par mois. Non, le coaching, ça peut se faire par exemple via de la gamification, c'est-à-dire qu'on va mettre les ressorts du jeu, on va faire des concours, mais pas les concours de vente traditionnels, un concours de vente un peu différent qui s'adapte aux personnes. Mais on va également essayer de mesurer les performances individuelles et collectives. Et là, véritablement, on pourra monitorer, voir comment on peut optimiser les choses. Et bien entendu, on va optimiser l'organisation commerciale. Est-ce qu'on peut simplifier les choses, simplifier les process? Et bien sûr, c'est motiver, garder les bons éléments. Alors voilà, là j'ai mis un petit graphique en fait qui explique comment les gens vont améliorer, ça c'est aux États-Unis, hein, des chiffres sur justement le Sales Enablement, quels sont les éléments sur lesquels ils vont se focaliser en particulier. Donc bien sûr, on parlera toujours de la formation, hein, bien sûr, d'équipement en tablette, en smartphone, du coaching. Et là, du coaching, c'est pas uniquement une formation classique, ça peut être du mentoring, c'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui va être là pour vous coacher, pour vous aider. Ça peut être votre directeur commercial qui se dit, bah tiens, voilà, je pense que tu peux faire mieux, je vais t'aider. Ou alors c'est un de tes collègues, ou si c'est un nouveau, c'est un salarié qui est plutôt expérimenté qui va expliquer comment faire, etc., etc. Donc on voit que bon, il y a bien sûr différents éléments, hein, c'est la fréquence, le temps, etc., etc. Bon, après, bien sûr, c'est assessing, c'est comment on va pouvoir vous tester. Alors, moi je le fais hein, de temps en temps, c'est tester comment on fait une démo. Par exemple, moi je suis dans le marketing et c'est vrai que les commerciaux parfois, ils pensent pas à des moyens d'optimiser, de montrer l'application de manière un peu plus jolie, etc. Après, il y a l'organisation et le recrutement. Là, ce sont des éléments qui sont un peu plus mineurs. Voilà. Donc, il y a une étude qui a été menée par Aberdeen, le groupe Aberdeen, qui dit en fait que le self-enablement permet véritablement d'augmenter de manière significative l'atteinte des objectifs de vente. Vous voyez ici ceux qui sont les meilleurs dans tout ce qui est vente, tout simplement sont à l'atteinte des objectifs, tandis que ceux qui n'ont pas en fait une politique de self-enablement, c'est-à-dire d'amélioration continue du processus de vente, performent moins bien, tout simplement. Alors, pour l'instant, le settlement est surtout utilisé dans les grosses entreprises. Alors, ceux qui font plus de 500 millions d'euros, tout simplement, parce que ça nécessite en fait d'avoir une réflexion, de sortir du quotidien. Mais pourtant, en fait, dans le futur, le settlement va être de plus en plus utilisé dans la plupart des entreprises, parce que on peut plus continuer à utiliser les vieilles méthodes et on va utiliser les nouvelles méthodes, les nouvelles techniques de vente. Et ce qui est bien, c'est qu'avec grâce à Internet, grâce aux nouveaux outils, ces outils qui étaient avant compliqués à mettre en œuvre, on peut maintenant les appliquer dans une petite entreprise. Alors, comment en fait on va faire du sales enablement? En fait, il y a un process simple hein, qui commence d'abord par l'audit de l'activité commerciale. C'est vraiment l'essentiel. Si on commence pas à savoir où on en est, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, les tops, les flops, ça marchera pas. Donc il faut déjà faire l'audit de l'activité, c'est essentiel. Ensuite, on parlera d'un plan d'action avec des actions les plus concrètes et les plus rapides possibles en termes de résultats. Ensuite, on analyse, ça marche pas, est-ce qu'on garde pas, est-ce qu'on peut optimiser ou pas. Et après, on passe dans un
processus d'optimisation continue, c'est-à-dire que bon, bah voilà, on a optimisé le mois X ça, ensuite on fait un focus le mois prochain sur ça, etc., etc. Sachant que c'est pas un focus et on arrête, hein, on est toujours à chaque fois dans un process d'amélioration continue. Voilà. Donc l'audit, c'est vraiment la première étape, hein, c'est un audit de l'activité commerciale au sens large. Alors, on va pas s'intéresser uniquement au métier de vendeur, on va aller un peu plus loin, hein. Le Sales Enablement, c'est la stratégie aussi globale de l'entreprise. Il faut qu'elle soit en phase. Si on vous dit, tiens, bah, je vais mettre en place du Sales Enablement et puis je vais essayer de prospecter plus. Or, en fait, si la stratégie de l'entreprise, c'est peut-être sortir des produits, des nouveaux produits auprès des clients existants, bah, ça ne sera pas ça qui sera retenu. Il faut se dire, par exemple, la stratégie d'entreprise, c'est quoi? C'est prospecter plus, être plus fort sur son marché, monter à l'international, se lancer sur le web, développer de nouveaux marchés. Il faut se dire, ok, d'abord, qu'est-ce qu'est important pour l'entreprise? Quelle est la stratégie de l'entreprise? Et donc là, si c'est nécessaire, il faut clarifier la stratégie de l'entreprise, hein, et les priorités à court et moyen terme. C'est ça en fait qui va guider l'audit commercial. Si on vous dit, bah tiens, l'équipe commerciale, elle est bien telle qu'elle est, mais moi par exemple, je vais mettre en place une équipe de télévendeurs parce que j'aurais besoin d'avoir une équipe de télévendeurs qui est là pour prendre des rendez-vous, et les vendeurs commerciaux terrain sont là plus à valeur ajoutée, etc., etc. Donc on doit véritablement analyser la stratégie commerciale, mais l'audit et son exécution opérationnelle. Est-ce que entre ce qu'on dit dans la direction et ce qui se passe, il y a souvent une grosse différence, et moi je le vois tous les jours. On dit bah oui, le commercial il fait ci, il fait ça, mais en fait dans la vie de tous les jours, le commercial ne fait pas ça parce que ça lui prend trop de temps, parce que c'est pas efficace et que ça marche pas. Donc voilà, il faut faire cet audit-là. Alors l'audit, vous verrez, ce sont des questions qui sont vraiment, pour moi je trouve basique, mais sur lesquels en fait on ne passe pas suffisamment de temps et on ne prend pas assez de recul. Souvent la direction commerciale est un peu prise dans le quotidien, et c'est uniquement quand il y a un nouveau directeur commercial ou qu'il y a véritablement une stratégie de faire évoluer les choses que là ça bouge. Donc voilà, les questions, je vais vous lister. Le premier, c'est la stratégie commerciale. Après, on verra l'organisation commerciale. Mais d'abord, la stratégie commerciale, c'est se dire quels sont les freins actuels au business, quels sont les éléments moteurs. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on vend, qu'est-ce qui fait qu'on ne vend pas? Au niveau des produits, au niveau de la force commerciale, on est présent sur le terrain, on n'est pas assez présent sur le terrain. Qui sont mes meilleurs clients en termes de chiffre d'affaires et si possible en termes de marge? Parce que en fait c'est vrai que le chiffre d'affaires c'est bien, mais parfois en fait on se rend compte que le chiffre d'affaires qui est fait par les produits, bah, c'est pas forcément ceux qui font le plus de marge. Ensuite, comment sont gérés les prospects depuis la génération jusqu'à la signature? Qu'est-ce qui se passe quand par exemple on a une demande d'information sur le site internet? C'est géré en combien de temps? C'est transmis à qui? Et après comment c'est géré jusqu'à la signature? Quel est le parcours client? Type, le client il vient d'internet, il vient d'un salon, il vient d'une foire, il vient d'un email, de bouche-oreille. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reçoit un doc? Est-ce qu'on le rentre dans le CRM, etc. Est-ce que le discours est cohérent et fluide? Est-ce que dans les plaquettes produits, on a toujours les mêmes logos, les mêmes couleurs, etc., etc. Est-ce qu'on a des points de friction dans le cycle de vente? Un point de friction, c'est le client qui pose toujours une question. Ah ouais, mais est-ce que vous vendez sur une boutique? Est-ce qu'il y a une satisfaction une garantie de satisfaction ou pas? Quelles sont les raisons les plus fréquentes pour la perte d'une affaire? Ça, c'est une question qui est vraiment intéressante et qu'on se pose pas assez souvent. On se dit ouais, mais c'est les concurrents, ils sont moins chers. Mais est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'ils sont moins chers? Est-ce qu'il n'y a pas une fonction? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une manière de présenter? Pourquoi j'ai perdu une affaire? Quelles sont les raisons que j'ai perdu mes 10 dernières affaires? Et pas rester en surface, mais véritablement rentrer dans le fond des choses. Alors, quels sont les outils actuellement utilisés par les commerciaux? Est-ce qu'ils ont un CRM? Est-ce qu'ils ont un matériel de démonstration? Est-ce qu'ils ont des goodies? Est-ce qu'ils ont des échantillons? Et quel est le niveau de satisfaction sur ces différents outils? Quelles sont également les forces et les faiblesses de l'offre produits et services de l'entreprise? Par exemple, des fonctions, des prix, la politique commerciale, le financement. Qu'est-ce qui fait que ça va et qu'est-ce qui fait que ça va pas? Quels sont les outils marketing et de la vente utilisés? Par exemple, il y a des fiches produits, il peut y avoir des démonstrations, des références clients, ça peut être des vidéos de démo. Bon, est-ce qu'ils sont à jour? Est-ce qu'il en manque en priorité? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas utilisés? Parfois, moi j'ai été étonné de devoir mettre à jour toute une palette de documents, d'outils marketing. Je me souviens une fois quand j'avais listé genre 20 documents à mettre à jour lorsque je sortais un produit. Et puis en discutant avec les commerciaux, bon alors je leur dis, bah,
qu'est-ce que vous utilisez vraiment? Ah ben j'utilise ça, ça et ça, mais par contre ce qui manque c'est ça. Et là, waouh, merde, c'était ce qui manquait. En revanche, il faut éviter la liste au Père Noël, ça arrive souvent en marketing. C'est que les commerciaux vous diront toujours, ah ouais, mais j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ci, j'aurais besoin de ça. Mais en fait, est-ce qu'ils en ont véritablement besoin? Parce que si on demande au commercial, il vous donnera des masses d'outils. Il faut vraiment savoir quand est-ce qu'il utilise. Et souvent, moi ce que je dis toujours, c'est on fait une chose, il faut qu'on en abandonne une chose. On ne peut pas tout maintenir, c'est trop compliqué. Après, quand vous sortez un produit, c'est vraiment trop complexe. Il faut véritablement savoir ce qu'ils utilisent vraiment, ce qui manque en priorité. Voilà. Ensuite, au niveau des collaborateurs, quels sont les surperformeurs et les sous-performeurs et quelles en sont les raisons? Et encore une fois, il ne faut pas rester sur la partie émergée de l'iceberg. Moi, je me souviendrai toujours d'une équipe commerciale où il y avait un vendeur qui disait ouais, moi j'ai réussi à faire la top vente. Vous vous souvenez le deal où il y a eu tant de kilos euros, c'est vraiment le meilleur deal, blablabla. Bla, 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 bla. Donc à l'entendre, c'était le meilleur commercial de l'entreprise. Et en fait, quand j'avais analysé les chiffres des ventes, j'ai été étonné. En fait, il avait fait une vente extraordinaire pendant l'année, puis après, ben, c'était plutôt vivoté, voire sous-performance certains mois, alors qu'il y avait un commercial qui faisait pas de bruit, qui était, en caricaturant un peu besogneux, hein, parce que je le voyais, il était tout le temps à faire ses appels, ses relances au bureau, etc. Et je me suis rendu compte que lui, en fait, il performait quasiment tout le temps, il était jamais, enfin quasiment jamais dans les premiers, mais il était toujours deuxième, troisième, quatrième, et finalement, au bout de l'année, et pendant 2 ans consécutifs, c'est lui qui faisait le plus de chiffre d'affaires et c'est lui qui faisait le plus de marge. Tout simplement parce qu'il était plus régulier. Donc il faut véritablement faire attention à cet iceberg et voir ce qui se passe vraiment derrière les chiffres. Alors, autrement, est-ce que les nouvelles techniques sont appliquées dans l'entreprise? Par exemple, le social selling, est-ce que c'est vraiment mis en place? Moi, par exemple, dans mon entreprise, bah, j'ai fait des formations au social selling aux commerciaux pour l'expliquer comment vendre. Alors, bien entendu, il faut pas rêver, hein, moi, je le vois au quotidien, il y a à peu près allez, un commercial sur deux qui se mettra pas au social selling comme ça, tout simplement parce qu'il n'a pas l'habitude, c'est pas dans sa culture, etc., etc. Quand j'ai formé une dizaine de commerciaux, il y en a deux qui ont été au taquet et qui sont vraiment en train d'utiliser à fond ce truc-là. Il y en a deux qui sont en train d'utiliser de temps en temps. Et il y en a quatre qui sont un peu, voilà, on fait ça de temps en temps, mais du bout des lèvres, quoi, hein. Donc c'est important de savoir quelles sont les nouvelles techniques de vente et si elles sont appliquées et bien sûr si elles ne sont pas appliquées, ben, les mettre en place. Alors ensuite, comment sont suivis les leads froids et tièdes? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important dans les entreprises. Je le vois souvent, les leads froids, en fait, c'est des gens en fait, qui n'ont pas un besoin immédiat ou qui ont un besoin dans plusieurs mois. Est-ce qu'on les laisse de côté? Est-ce qu'ils sont rappelés? Est-ce qu'ils sont relancés par des emails? Il n'y a pas très longtemps, je suis allé dans une entreprise et j'ai été complètement effaré. Les gens, en fait, avaient des prospects via leur site internet, de l'achat de leads, hein, des leads qui coûtaient parfois 100, 200 euros. Et donc, ben, le commercial les appelait, ok, c'était traité, mais s'il n'y avait pas de besoin, et ben tout simplement ça restait de côté. Et comme ils n'avaient pas de CRM, en fait, les leads qu'ils avaient achetés à 100, 200 euros, ben, ils étaient gardés, ils s'étaient gardés dans l'outlook du commercial et c'était jamais relancé. Et là j'ai été effaré parce qu'en fait un client qui n'est pas prêt à commander tout de suite, il commandera peut-être plus tard. Donc il faut le mettre dans le CRM et le nurturer, c'est-à-dire le mettre sous couveuse, c'est-à-dire qu'on va lui envoyer de temps en temps des messages et un jour, peut-être un argument, une promo, un message va le faire se décider. Donc ça c'est vraiment essentiel de savoir comment on gère ses prospects froids, ses prospects tièdes, et un prospect qui n'est pas valable, qui n'a pas un projet valable pendant 6 mois, comment on va le gérer, quoi, comment on va le traiter? Est-ce qu'il est dans le CRM ou est-ce qu'il reste dans un fichier Excel? Alors, autrement, comment le service commercial travaille avec le département marketing? Est-ce que chacun fait son truc de son côté ou est-ce qu'il y a des réunions communes? Moi, je suis persuadé que le marketing et le commercial doivent travailler la main dans la main. Et à chaque fois, moi, je demande à être présent dans toutes les réunions commerciales et d'avoir mon slot, hein, ma partie où je présente qu'est-ce qui se passe, etc. C'est super important d'être présent et savoir, voilà, voilà le bilan, voilà ce qu'on a fait au niveau marketing, qu'est-ce qui marche pas, etc., etc. C'est super essentiel d'avoir ça et il faut avoir des réunions one-to-one, seul à seul, en fait, hein, entre le directeur commercial et le directeur marketing pour dire, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas, comment je peux t'aider, etc., etc. Et surtout se mettre d'accord sur des chiffres. Il faut que les chiffres du marketing et les chiffres des commerciaux soient exactement les mêmes, qu'il n'y ait pas de dissonance à se dire tiens moi j'ai 100 euros de chiffre d'affaires et toi tu as un à 80, quoi.
Alors, quelles sont les stratégies d'automatisme qu'on peut mettre en place pour enclencher la seconde commande du client? Ça, en fait, c'est simple, hein. Est-ce qu'on peut faire des ventes de produits accessoires, des montées en gamme, des produits complémentaires? Est-ce qu'on peut automatiser ça ou est-ce que les commerciaux sont prêts et savent le faire? Est-ce que les commerciaux sont convaincus d'utiliser le meilleur produit, au moins pour une cible spécifique du marché? Si vous avez des commerciaux qui ne sont pas convaincus qu'ils ont le meilleur produit, alors là, vous allez un petit peu enfin, au-devant des ennuis parce que, ok, ils vont faire le job de vendeur, mais ils n'iront pas plus loin. Et une fois qu'ils auront eu un refus, ils se diront, ok, d'accord, tant pis, c'est comme ça. Non, il faut être convaincu qu'on va véritablement aider le client, qu'on va lui apporter une solution. Et ça, en fait, si vous ne convainquez, vous n'avez pas vos commerciaux qui sont convaincus de ça, bah, ça va mal aller. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas se dire que vous avez le meilleur produit du marché. Ça, c'est faux. Il faut se dire tout simplement que vous avez le meilleur produit du marché pour une cible. C'est-à-dire que votre produit, il n'est peut-être pas le meilleur pour les petites entreprises, mais pour les grosses entreprises, c'est le top. Ou votre produit n'est pas fait pour les PME qui sont en France, mais par contre pour les PME qui font à l'export, c'est le meilleur produit. Donc il faut se dire ça. Et quand le commercial est convaincu que ça, c'est vachement plus simple. Alors ensuite, est-ce que vous accordez quelque chose à un client? Est-ce que quand vous accordez quelque chose à un client, est-ce que le commercial fait systématiquement aussi un gain pour lui? C'est-à-dire que si je vous offre une remise, est-ce que vous commandez plus ou commandez plus tôt, vous me payez cash ou ceci, cela? Donc en fait ça c'est des techniques de vente mais qui manquent un petit peu. Il y a pas mal de commerciaux qui comme ça se disent qui sont prêts à baisser la culotte, à baisser le froc rapidement. Or en fait, ok, si toi tu baisses la culotte, ben toi aussi tu dois aussi enlever le t-shirt quoi, hein. C'est pas moi qui fais le seul effort, c'est vous aussi qui faites un effort. Cet aspect donnant-donnant, ça permet tout de suite de négocier beaucoup mieux avec un client. Ensuite, comment faites-vous pour personnaliser le message et les communications vers les prospects? Moi, j'ai déjà fait. En fait, bah, je vous montrerai. Voilà, je ne veux pas vous montrer, mais en fait, on a recruté il n'y a pas très longtemps un revendeur, un nouveau distributeur, et en fait, pour le convaincre de travailler avec nous, bah, tout simplement, on l'a un peu séduit. Il y avait une opération séduction, donc on a une démo produit qu'on met habituellement, et en intro de cette démo produit, on a mis le logo de l'entreprise donc, avec laquelle on voulait travailler. On a dit voilà, démonstration pour Toto. Et là, en fait, Toto, il dit ah ouais, c'est vachement bien. Ça, c'est quelque chose qui personnalise plus. Il faut que le client se sente une star, il faut qu'il se sente important. Et aussi, combien de temps en fait on passe à préparer un appel prospect? J'ai connu beaucoup d'entreprises où on faisait de l'abattage. Une fois, en fait, j'ai connu une commerciale comme ça qui avait travaillé dans le domaine du vin. Et bah, j'avais été hyper étonné. Le premier mois qu'elle était arrivée, elle avait explosé le chiffre. Je me disais, waouh, la vache, c'est une sacrée commerciale. Et puis après, je me suis intéressé un peu plus à ce qu'elle avait fait. Mais en fait, ce qu'elle faisait de l'abattage. C'est-à-dire qu'elle avait un fichier de 5000, enfin 5000, X milliers de prospects dans son portefeuille. Et donc, elle appelait, est-ce que vous les produits? Non, oui, non, oui, non, oui, non. Et en fait, il n'y avait pas du tout d'argumentaire. Et elle avait en fait épuisé son fichier super rapidement. Et puis, elle avait vraiment pas exploité le fichier à son potentiel. Il y avait plein de fichiers, enfin plein de fiches où le client, bon, c'était oui, non, vous n'êtes pas OK, ben OK, on passe au suivant. Or, en fait, il faut peut-être s'intéresser au client. Un client qui vous dit non tout de suite, ben OK, mais pourquoi, etc., etc. L'abattage, c'est bien quand on fait du volume, c'est bien quand on a beaucoup de clients, quand on a une offre vraiment binaire, mais dans l'offre comme moi je le fais dans le B2B, c'est pas oui non, c'est ok, on essaie d'absorber un petit peu plus quoi. Ensuite, quelle est la politique de rétention? Est-ce que vous avez par exemple une cellule en fait qui permet de rattraper les clients ou pas? Est-ce que vous savez quand un client vous quitte et pourquoi? Ça, il y a beaucoup d'entreprises où en fait on regarde le fichier client et on dit bah tiens, il y a 10 000 fichiers, 10 000 clients actifs. Et on regarde un peu, on envoie un petit email ou alors on regarde en fait si les gens ont payé leur facture et puis finalement le client n'utilise plus ou le client est plus abonné ou ceci ou cela. Et en fait, il faut savoir quand un client vous quitte ou pas avec des études de satisfaction. Ensuite, quelle est la politique de rétention? Donc ça aussi, c'est est-ce qu'on a par exemple, comme dans les opérateurs téléphoniques, bah, une cellule en fait qui est là pour en fait essayer de réduire la résiliation. Et si vous téléphonez à Free, à SFR, à machin, etc. Quand vous appelez pour résilier, eh ben on vous dit non non bah ok, bah je vous passe la cellule résiliation. Et la cellule résiliation, elle n'est pas là pour résilier, hein. Elle est là pour vous garder. Et elle vous dit oui, et si je vous fais un geste commercial, blablabla.
Donc ça c'est important. Alors est-ce qu'il y a une stratégie de win-back? Ça aussi c'est quelque chose qui est important. C'est des clients qui vous ont quitté, qui sont passés chez des concurrents. Bah, vous pouvez toujours essayer un peu plus tard, bon, pas tout de suite parce qu'ils viennent de changer de produit, mais quelques semaines, mois plus tard, bah, se dire bah tiens, vous nous avez quitté, nous on a changé les produits. Est-ce qu'on peut vous proposer une offre pour faire revenir chez nous? Voilà. Alors, comment font les commerciaux afin que les clients aient confiance dans votre équipe commerciale? Voilà, comment on fait? C'est-à-dire, ça peut être le look, ça peut être des goodies, ça peut être un cadeau. Moi, je dis toujours, il faut toujours revenir avec un petit cadeau, un petit goodies, une clé USB, un petit truc qui fait que on ne sera pas juste un prospect qui va vendre sa soupe et qui va laisser une plaquette, mais on offre un petit cadeau. Voilà. Alors, comment on peut faire pour qu'un client ait envie de commander tout de suite, que ce soit quelque chose d'urgent? Comment on fait pour mettre de l'urgence dans la vente? Est-ce qu'on a un petit booster? Est-ce que le commercial peut dire bah tiens, je peux vous faire un geste? Est-ce que je peux faire un bundle? Souvent, il vaut mieux pas faire une réduction de prix, mais il vaut plutôt proposer un petit cadeau, un produit accessoire, etc. Moi, je l'avais fait dans une entreprise. On avait un produit qui s'appelle guide juridique, et en fait, ben, le commercial, il pouvait offrir ce guide juridique à tous les clients s'ils commandaient tel truc. C'était un petit produit interne qu'on pouvait vendre de manière illimitée. Et ça, en fait, ça permet, enfin, vendre, donner surtout, on ne le vendait pas, il avait une valeur faciale, mais on le donnait en fait surtout. Voilà, les clients pouvaient l'acheter quand le commercial voulait faire plus de marge, mais voilà, c'était un truc en plus. Voilà, quels sont les outils, méthodes qui vous permettent en closing d'atteindre les objectifs et qui vous incitent, enfin, qui incitent le client à signer? Est-ce qu'on a une promo? Est-ce qu'on a quelque chose qui fait que s'il commande maintenant, il a une réduction? Est-ce qu'il a un bonus, etc., etc. Et est-ce que le commercial aussi connaît son client idéal? Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez drôle en réunion commerciale. Vous demandez à écrire sur un papier, ça c'est important parce qu'il ne faut pas le dire à l'oral parce que autrement tout le monde le voit, mais qui est le client idéal? Et là en fait vous verrez que les noms sont souvent un petit peu différents et les qualificatifs du client idéal sont différents. Alors au niveau de l'organisation commerciale, combien y a-t-il de clients dans les portefeuilles des commerciaux? Est-ce que cette répartition est harmonieuse? Parfois en fait on a des top vendeurs et puis on les surcharge, on leur donne tant de clients, puis il y en a qui ont des portefeuilles un peu plus light. C'est bien quand même de pouvoir revoir ces portefeuilles-là, voire les faire tourner de temps en temps, parce que quand on reste trop longtemps avec ses clients habituels, ben, en fait on reste un peu à traînasser, il faut changer, il faut bouger de temps en temps. Voilà. Alors combien de vous avez-vous aussi de commerciaux qui sont des chasseurs, des éleveurs? Est-ce que c'est en face avec l'entreprise et sa stratégie? Parce qu'en fait, on sait très bien qu'il y a des commerciaux qui ne seront pas là pour aller faire du newbies. Moi, je connais dans mon entreprise, il y a deux trois chasseurs et c'est vrai qu'eux, ce qui les intéresse, c'est faire que du new business, que des nouveaux clients. Or, en fait, ils sont en train de négliger beaucoup le parc client. Et là, en fait, on est en train de voir pour qu'il y ait justement une équipe de télévendeurs qui s'occupe du parc client et faire du business. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est récupérer du nouveau business, récupérer des contrats et pas d'aller faire 200, 300 euros de vente supplémentaires sur les clients existants à chaque fois. Voilà. Alors, est-ce que vous avez ensuite défini des objectifs individuels personnalisés quantitativement et qualitativement? Qualitativement, ça peut être par exemple remplir le CRM ou ça peut être par exemple faire des démos. Moi, je sais qu'il y a des applications de gamification comme ça chez nous où les clients ont bien sûr leur chiffre d'affaires à réaliser, enfin les commerciaux ont leur chiffre d'affaires à réaliser, mais en plus en fait, bah, ils ont des incentives sur le nombre de démos, le nombre de rendez-vous clients qu'ils font. Voilà. Est-ce que vos prévisions de vente sont fiables? Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Le syndrome du 20 du mois, c'est très fréquent dans les entreprises qui n'ont pas de CRM ou qui ne savent pas gérer efficacement leur prévision de vente. Le 20 du mois, tout d'un coup, bam, la prévision décroche de 20%. Bah, tout simplement parce que les commerciaux ont été super optimistes. Ouais, ouais, je vais faire 100K ce mois-ci. Et puis, on se retrouve le 20 du mois. Bah, finalement, le gros client, il va pas signer. Et ça, en fait, si on a un CRM, c'est vraiment simple de pouvoir bien gérer ça et se dire ok ben ça c'est prévision, ça je l'ai pas ou pas, je vais le faire ou pas et on fait une réunion avec le directeur commercial et on essaie de mettre en place des actions pour être sûr que ce qui va se signer va se bien signer et si ça se signe pas comment on fait pour faire autre chose pour atteindre les objectifs. Voilà. Comment les commerciaux gèrent leur temps entre la prospection, la fidélisation. Il y a des choses qui prennent beaucoup de temps, comme l'administratif, les notes de frais, etc. etc. Ça, c'est un classique, hein, gérer les emails, faire des propals, etc. etc. Alors, quels sont les processus qui sont manuels et automatiques? Par exemple, est-ce qu'on a du marketing automation avec l'envoi automatique des emails aux personnes qui viennent de s'inscrire, qui viennent de faire une demande de doc? Quelles sont les formations qui sont effectuées auprès des commerciaux quand elles ont été faites pour la dernière fois, les formations sur
le produit ou des formations sur la vente. Comment se fait la communication dans l'équipe commerciale? Est-ce que c'est plutôt des emails, du chat, du face-à-face, de l'intranet, du CRM? Est-ce qu'il y a des moyens d'être plus efficace? Quels sont les outils à leur disposition? Est-ce qu'il y a du chat? Est-ce qu'il y a du smartphone? Est-ce qu'on a un chat sur le site internet? Quels sont les principaux concurrents et quels sont les outils? Comment ils argumentent? Comment ils contre-argumentent? Comment on peut les contrer? Comment sont managés les commerciaux? Est-ce qu'on fait des challenges? Est-ce qu'on a félicité régulièrement? Il y a beaucoup de managers comme ça qui sont que uniquement à mettre le bâton et qui sont jamais à donner de la carotte. Or, en fait, les commerciaux, ils ont besoin d'être félicités de temps en temps, comme tout le monde, hein. N'importe qui aime bien recevoir des félicitations parce qu'il a bien bossé, parce qu'il a fait un truc, recevoir un petit cadeau. Nous, en réunion commerciale, je sais que le directeur commercial, donc il fait des challenges. Donc régulièrement, il offre un petit cadeau, comme ça, une petite bouteille de champagne, du chocolat. Et de temps en temps, en fait, il a un petit cadeau surprise. Il a dit, ben voilà, je voulais aussi souligner la performance de Bidule, et pour toi, tiens, je te donne ça, un cadeau. Et c'est vrai que ça fait plaisir, ça remotive les équipes. Donc comment sont gérés les processus de vente? Est-ce qu'il y a une fiche de qualif? Est-ce que comme ça, en fait, quand on a un prospect, on note bien par écrit pour vérifier que il rentre bien dans les cases, qu'on n'a rien oublié. La fiche de qualification, souvent les commerciaux pensent que c'est un truc chiant, rébarbatif, mais c'est faux. La fiche de qualification, elle est faite pour les aider à ne rien oublier et à faire une checklist. La fiche de qualif, elle est que pour ça. Donc où sont stockés les contacts, hein, clients, prospects, comment sont archivés les échanges, dans un CRM ou pas, les emails sont archivés ou pas, quand le commercial part en vacances, est-ce que quelqu'un peut prendre la suite, voilà. Est-ce que il y a des délais entre l'envoi de la demande d'information du prospect et le moment où il est contacté par le commercial? Qu'est-ce qu'il y a comme autonomie dans le commercial pour la réalisation de ses objectifs, ses actions commerciales? Est-ce qu'il peut demander de la PLV? Est-ce qu'il peut faire des emailing lui-même? Est-ce qu'il peut demander à avoir des trucs particuliers pour ses clients ou ses distributeurs? Bref. Et comment on fait pour distinguer un prospect chaud-froid? Comment ils sont qualifiés? Moi, j'ai mis en place un process de qualification assez simple, hein. Si le commercial, si la demande de doc, c'est un email Gmail, Hotmail, et que il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de numéro de téléphone et pas de nom d'entreprise, ça en fait, hop, on va même pas s'embêter, on va juste le traiter avec du marketing automation. Si au contraire, on voit qu'il y a un nom d'entreprise et qu'il y a un nom à l'email qui est Gmail, ok, on va le mettre en priorité 3. Et si au contraire on a un nom d'entreprise qui est dans notre secteur, qui a un numéro de téléphone, à ce moment-là c'est priorité 1 et on le rappelle dans la journée ou dans les 3-4 heures, quoi. Voilà. Donc à partir de cet audit, vous pouvez dire voilà, quels sont les axes d'amélioration qui sont en phase avec ma stratégie et qui pourraient donner des résultats à court terme. Au départ, suite à cet audit, c'est important d'avoir des résultats court terme. Un maximum de résultats avec un minimum d'efforts. En fait, le but c'est de montrer à l'équipe que cet audit là, en fait, il sert vraiment à quelque chose, que c'est pas en fait juste pour les faire chier, c'est qu'il faut véritablement quelque chose de concret. Il faut des petites victoires et qui vont donner tout de suite des résultats qui disent ok, la situation change, ça bouge chez nous, le sales enablement, ça marche et ça va me donner des choses, ça me fait gagner du temps et ça me fait participer. Donc là, il faut éviter vraiment cet effet déceptif où en fait le commercial, on lui a dit tiens on va faire ci, on va faire ça et on met rien derrière ou c'est des trucs qui lui servent pas. Donc ça c'est vraiment essentiel. Donc ça c'était la partie 1 en fait, hein, de cet article, c'était l'audit commercial. La partie 2 en fait, c'est l'action tout simplement, hein. On est dans l'étape numéro 2, c'est établir une liste d'actions prioritaires à mettre en place. Voilà. Donc le but c'est voilà, les résultats concrets comme je le disais. Alors il y en a plusieurs, là je vous ai noté vraiment par grande thématique. Alors la première grande thématique c'est optimiser son organisation commerciale. Donc, comment on va être plus efficace au quotidien. Donc, mettre en place un CRM ou faire évoluer son CRM existant. Parfois, en fait, on remet en cause l'outil existant. Il y a des gens qui disent ouais, non, mais mon CRM actuel, il est vieux, il est has-been, etc. Or, en fait, en faisant quelques petites modifs, il peut déjà durer un peu plus longtemps, hein, et surtout accompagner les commerciaux dans leur efficacité pour ensuite changer plus tard, pour ensuite changer dans 3, 4, 5, 6 mois, mais pas le faire du jour au lendemain sur un coup de tête. Voilà. Comment faire pour tourner les secteurs commerciaux et le portefeuille client? Ça, parfois, ça a un aspect intéressant parce que ça permet de donner un coup de jeune. Surtout, en fait, moi je le remarque souvent, quand on travaille avec distributeurs, on travaille avec des clients, au bout d'un moment, on se fâche, hein. Il y a toujours des choses comme ça. Il y a des clients avec qui on s'entend pas, des clients avec qui on s'entend, et parfois, ça fait du bien de changer.
de commercial. Alors on regrette, hein, parfois on regrette le commercial, mais parfois en fait ça permet comme ça de revenir voir des gens et d'avoir une nouvelle tête, etc., etc. Ça peut être aussi revoir la grille des rémunérations, hein, avoir du qualitatif, du quantitatif, hein, why not. Ça peut être changer l'organisation commerciale avec des prospects terrain épaulés par des télévendeurs ou une cellule de qualification de prospects. Moi, moi je le recommande beaucoup en B2B, hein. En B2B, dès qu'on est, allez, on est 5, 6, 7 commerciaux, vaut mieux avoir quelqu'un qui fait de la qualif et qui fait de l'opération de télévente sur la base installée plutôt que d'avoir un commercial terrain qui n'est pas capable de faire tout cet aspect de prise de rendez-vous, de qualif, etc., etc. Donc revoir les formations commerciales, surtout avec moins de théorie mais plus d'ateliers, des vraies pratiques, des bonnes pratiques et pourquoi pas du coaching. Alors le coaching c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le mentoring, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est là pour vous aider, par exemple 1 heure, 2 heures par semaine et qui vous permet d'avancer sur des points concrets et pas juste une formation, une journée, on se dit ah ouais c'est pas mal et puis on en retire à peu près 5% et puis on met en place 5% dans quelques mois puis après on reprend les bonnes vieilles habitudes. Donc en fait le coaching et celui dans le temps est vraiment essentiel quoi. Les sessions collectives de win-loss, ça c'est bien, surtout les sections collectives de win, quand on a gagné face à un concurrent, ça permet de remotiver l'équipe et ça permet de redonner confiance dans le produit, hein. Donc imposer des quotas de prospection, ça aussi c'est intéressant, c'est dire voilà, surtout dans les forces commerciales qui sont très habituées à travailler sur un parc installé, c'est dire ok, ben, vous devez faire au moins X appels prospects par semaine, par mois, ou X rendez-vous physiques à faire par mois. Ça c'est quelque chose qui permet de faire sortir un petit peu les commerciaux et de donner une nouvelle dynamique à une équipe commerciale qui est parfois un peu restée dans le conservatisme. Donc le social selling, hein, on en a déjà parlé, réduire les réunions inutiles, il y a pas mal d'astuces. Ce qui est assez intéressant, c'est stand-up meeting. Moi, je l'ai fait de temps en temps. C'est-à-dire que on se voit entre guillemets à la cafette, on se prend un café et on se prend 5-10 minutes pour faire appel, pour faire un point sur un point ou sur l'activité. Comme on est debout, comme on est à la cafette, et ben, généralement, ça permet en 5 minutes de faire quelque chose qui est super efficace, qu'on aurait mis peut-être un quart d'heure, une demi-heure, parce qu'on aurait parlé des enfants, de la famille, blablabla. Voilà. La réunion téléphonique one-to-one 5 minutes par jour, c'est quelque chose qui marche bien aussi. C'est surtout en période de closing, dernier mois ou closing trimestriel. En fait, tous les jours, le directeur commercial, il appelle ses commerciaux pendant 5 minutes. Ok, on fait un point. Tes deals, il y a ça, ça, ça. On prend le pipe, on descend et on se dit, bah, ok, d'accord, ça c'est bon, t'as besoin de mon aide, t'as besoin de ceci, t'as besoin de cela. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu te focuses là-dessus. Ça met un peu la pression sur les commerciaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop souvent. Et surtout, ça prend du temps au directeur commercial, mais c'est quelque chose qui est vraiment bien pour closer les deals et faire avancer les deals. Voilà, faire un déjeuner de travail chaque jour avec un membre de l'équipe commerciale, ça aussi c'est bien. Alors faut pas le faire non plus trop parce que si vous êtes tout le temps avec un seul commercial, il n'y a pas cet esprit d'équipe. Mais en fait, aller déjeuner ensemble, faire un point, etc. Je trouve que c'est vraiment efficace. Alors demander aux commerciaux d'analyser comment ils dépensent leur temps. Alors ça en fait, on le fait une fois et on essaie de voir, bah, ok, qu'est-ce qu'on peut automatiser. Alors c'est bien sûr pas dans l'aspect flicage. Il faut faire attention à ça parce que parfois certains commerciaux se disent ouais mais c'est pour me fliquer, t'as pas confiance de ce que je fais et puis ça les vexe. Non, non, il faut se dire ok, là on est en train d'essayer de travailler sur des méthodes pour simplifier les choses. Comment je peux t'aider à faire ceci, cela. Qu'est-ce qui te fait perdre du temps, blablabla. Il faut vraiment se mettre dans cette posture là et pas dans l'optique et la posture qu'est-ce que tu fais de tes journées, bon Dieu, quoi. Voilà. Ensuite, il faut demander à vos commerciaux de ne plus commencer par leur journée par lire leurs mails. Ça, c'est moi ce que je fais toujours, hein. On commence pas par les mails, mais on commence par ce qu'on va faire dans la journée. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, je regarde mes mails dans les transports. Je regarde un peu les trucs urgents. S'il y a vraiment un truc urgent, ben ok, je sais que je vais le traiter au bureau. Mais autrement, hop, je regarde les mails, je me dis bon, ok, je verrai ça tout à l'heure quand j'aurai fait quelque chose d'important. Et je commence par quelque chose d'important dans la journée. Et par exemple, je connaissais un commercial qui tous les matins, en fait, lui, il appelait deux trois prospects comme ça qui étaient en cours tous les matins pour faire un petit point, pas les mêmes prospects, hein, des prospects différents, ou des clients, des bons clients qui chouchoutaient parce qu'ils étaient responsables grand compte, et ils faisaient juste un petit point comme ça, 5 minutes, je vous appelle pour savoir comment ça allait, est-ce que vous avez des besoins, etc., etc. Donc ça met du relationnel, ça permet de détecter les affaires. Voilà. Donc en fait aussi il y a l'aspect multitâche, éviter tout le multitasking avec les commerciaux, hein. Il faut se concentrer toujours sur, et même en marketing, il faut se concentrer sur une chose à la fois. Il faut éviter aussi, là ça vraiment les alertes des messages dans Outlook, les alertes sur smartphone. Ça, s'il y a une chose en fait qu'il faut vraiment
vraiment bannir, c'est ça, parce qu'en fait un commercial il sera en train de bosser sur quelque chose et puis il y a un email, bim, il lève un peu les yeux et oh, c'est juste un email, une alerte, un machin, un message générique. Donc ça, mine de rien, ça déconcentre. Après, il faut revenir sur le truc, ça perd vraiment de temps. Donc ça, en fait, cet aspect déconcentration et multitâche, faut l'éviter au maximum. Ensuite, mettre en place une cellule de rétention, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein. Recruter de nouveaux commerciaux, faire venir des stagiaires d'école de commerce, ça c'est bien parce que ça donne souvent un petit souffle nouveau, ça donne des nouvelles méthodes, c'est bien d'avoir un stagiaire comme ça qui vient et qui voit un peu, lui il découvre le métier, et puis vos commerciaux aussi, ben, parfois peuvent se remettre un petit peu en cause. Voilà, donc ça c'était l'aspect optimiser l'organisation commerciale. Maintenant, on va parler un petit peu de la politique commerciale. Alors, la politique commerciale, c'est souvent la politique tarifaire, les remises. Donc, est-ce qu'on peut proposer de nouveaux modes de commercialisation, des modes de financement, des bundles, des packages, des conditions commerciales, des remises, des barèmes, d'allocation, du dépôt-vente. Bref, qu'est-ce qui peut faire qu'on peut vendre de manière différente au niveau tarifaire les produits. Ensuite, c'est maîtriser les remises accordées par les commerciaux. Ça permet d'éviter ces image de promo permanente où les gens se disent mais de toute façon ok ta promo elle s'arrête en fin de mois mais je sais très bien que le mois prochain tu vas me proposer autre chose, ou si j'insiste un peu tu vas quand même me faire la promo tout le temps, et puis de toute façon les prix publics c'est pas les vrais prix. Donc ça c'est important de dire au commercial bah, ok je te laisse tant de niveau de remise, mais au-dessus de là non tu peux avoir 5% mais, ou 10%, mais s'il y a plus tu es obligé de me demander et on voit, on identifie au cas par cas, etc., etc. D'une part, ça permet au commercial de lâcher moins vite. D'autre part, en fait, ça permet au directeur commercial parfois de savoir comment il faut argumenter, etc., etc. Donc, c'est enfin, aider le commercial à bien argumenter. Alors, le mode de commissionnement, moi je l'ai vu souvent, c'était le cas du double booking. Parfois, en fait, dans certaines boîtes, il y a des gens en fait qui disent ouais, ok, mais de toute façon, j'ai aucun intérêt à vendre le truc. Moi, je vais pas toucher de fric là-dessus. C'est Toto qui va vendre. Bon, je le fais parce que je suis sympa, mais bon, je vais rien gagner. Donc, c'est important, c'est de mettre en place du double booking. Comme ça, quand il y a par exemple deux commerciaux qui travaillent en même temps sur deux business units différentes, bah, c'est leur dire bah, ok, toi, tu vas l'aider, tu vas détecter le lead, tu vas lui présenter, tu vas faire ceci, cela, et tu toucheras un petit peu quand même sur la vente. Voilà. Augmenter les prix, ben ça aussi, souvent les gens disent non, non, mais il faut des promos. Or, en fait, souvent, le plus intéressant, c'est d'augmenter les prix. Par exemple, faire des bundles, des offres verticalisées, des premiums, faire des packages avec produits-services. Vaut mieux augmenter ses prix que diminuer ses prix si on veut faire plus de chiffre d'affaires. Vraiment, c'est une leçon qui est vraiment importante à retenir et qui est difficile à faire rentrer dans la tête d'un commercial souvent. Mais vaut mieux vendre enfin moins de produits et plus cher, ou faire des offres premium que d'essayer de faire plus de volume, c'est toujours très compliqué. Alors au niveau du coaching et de la formation, là ici, cette partie-là, on va apprendre tout simplement à vendre des bénéfices et apporter des solutions plutôt que vendre des fonctionnalités ou du prix. Ça c'est important. Cet aspect valorisation argumentaire dans des produits techniques, des cultures d'ingénieurs, c'est compliqué à faire passer. Or en fait, il faut toujours dire ok une fonction, le bénéfice client et un petit peu les applications pratiques. Il y a toujours ça un petit peu dans l'argumentaire. Former les collaborateurs sur le nouveau produit d'entreprise, des techniques de vente, on a déjà parlé. Faire du coaching one-to-one également. Vérifier que les discours sont cohérents. Ce qui est sympa à faire, c'est l'enregistrement de vidéos et de pitch. Ça en fait, ou alors ils le font devant tout le monde, c'est un peu compliqué aussi, parfois ils sont un peu timides, mais si vous le faites du côté fun et si vous montrez l'exemple, ça peut être sympa. Alors bien sûr, faut vraiment faire attention à ça, faut pas que ça passe sur le grill, faut pas que les mecs aient l'impression de se faire avoir, de tourner en ridicule. Il faut en fait que ce soit constructif, hein, c'est important. Alors récompenser autrement que par l'argent, félicitations, cadeaux, etc. Et moi ce que je fais régulièrement, c'est des web séminaires sur les concurrents. C'est-à-dire qu'en fait on va faire un focus sur le concurrent A et on va montrer ses produits. Puis finalement on l'a fait nous il y a 2 semaines, c'était ouais, il y a 2 semaines, 3 semaines, on l'a fait avec un de nos trois concurrents principaux. Et au sortir du web séminaire, l'avis de tout le monde c'est ah ben non mais ils sont pas si bons que ça en fait, moi je m'attendais à mieux, etc. etc. Donc c'est important comme ça de faire des websem ou des présentations d'un concurrent et faire un focus sur lui et savoir donc les points forts mais également les points faibles. Parfois en fait on a un miroir déformant et on se dit oh non mais on est moins bien que les autres, ils nous ont piqué des affaires. Finalement on n'est pas si mal que ça et on est meilleur même qu'on ne pense. Alors, après, il y a la partie challenge et motivation. Ça aussi, les challenges, team building, déjeuner, ça peut être même juste un bowling, hein, ou ça peut être juste une soirée. Alors, il faut que ce soit pas un truc pénible. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller à des soirées commerciales
où le directeur il fait que te parler du boulot, du machin. Oh, c'est pas grave, il faut que ce soit team building, ce soit un truc où on se sent heureux, où on se dit ouais, on fait partie de la bonne équipe, on fait partie de la bonne boîte, on s'éclate bien. En fait, beaucoup de gens parfois ils ne restent pas dans une boîte parce que bah, il y a un bon salaire, les bons produits, tout ça, mais parce qu'il y a une bonne ambiance, parce que les mecs sont sympas, ils se sentent valorisés, etc. Alors après, il y a les techniques de gamification, c'est-à-dire qu'on va mettre des apps mobiles, hein, comme par exemple l'application Pick Me Up, qui permet de remotiver les équipes, de vendre une nouvelle gamme de produits avec des points, des badges, des classements et tout ça. Moi, je le vois dans l'équipe commerciale, ce truc-là, ça marche bien. J'avais un de nos commerciaux, il avait vraiment fait un mauvais mois en juin dernier. C'était vraiment, c'était pourrave, quoi. Il s'était planté, il avait perdu un gros deal qui normalement devait tomber et puis il a été décalé. Et donc en fait, ben, il était un peu déçu, mais il a dit, oh, de toute façon, moi je vais les battre quand même parce que je vais battre le nombre de rendez-vous, le nombre de démos ce mois-ci. Là, je vais en plus faire un focus là pour essayer d'avoir ça. Et en fait, pour lui, son objectif finalement, c'était de refaire des rendez-vous, refaire des démos. Il n'avait pas pu être premier pour le chiffre d'affaires, mais après, il a quand même fait plus de démos et son objectif, c'était ça. Voilà. Alors pour la partie outils d'aide à la vente. Alors bien entendu, cette partie-là est également importante, même si c'est pas la clé, hein, c'est une partie qui est plutôt marketing. Mais ok, est-ce qu'on peut améliorer la lisibilité des présentations PowerPoint? Il y a beaucoup de commerciaux qui ont des textes, des tartines et tout ça. Il faut essayer d'en mettre moins possible et mettre que des éléments clés. C'est le commercial qui doit parler. Donc mettre en place des battle cards, donc des fiches concurrentielles sur les principaux concurrents, dépoussiérer les argumentaires, les fiches produits, mettre à disposition des échantillons ou des goodies. Bon, équiper vos commerciaux d'outils modernes, ça peut être des smartphones ou une tablette. Nous, en fait, nos commerciaux donc, ont un smartphone où ils peuvent montrer des vidéos, ils ont une tablette, ils ont des petits portables beaucoup plus fins, beaucoup plus simples qui permettent en fait de montrer les produits, etc. etc. Donc c'est vraiment sympa les vidéos de démonstration. Il y avait Christian Mingret qui est en fait un marketeur du côté de Rennes, qui avait comme ça équipé des commerciaux qui étaient spécialisés dans la vente de fenêtres, dans des vidéos qui permettaient de répondre à des questions régulières, qui étaient par exemple, quand je pose des fenêtres, vous me dites que ça va être prêt dans la journée, mais est-ce que je peux être sûr? Et comment ça se passe? Et donc en fait, il montrait une mini vidéo comme ça le commercial en disant, bah regardez, voilà comment ça se passe, vous voyez, on enlève le bâti, on enlève le machin, blablabla, bla, 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 et c'est prêt en direct. Donc le commercial, ça lui permettait de prouver ses dires. Parce que le commercial dit mais non, ne vous inquiétez pas, on touche à rien, blablabla, bla, bla, on a du mal à le croire. Tandis que quand on voit la vidéo, ok, on y croit. Alors encore une fois, Christian aussi m'avait dit ça, faut faire attention. Le fait est que la vidéo ne doit pas remplacer le travail du commercial. Si le commercial dit non mais regardez la vidéo, tout est expliqué, ça fait pas vrai, il n'y a pas d'échange, le client dit il n'a pas confiance. Donc la vidéo de démonstration doit être complémentaire au discours, elle ne doit pas remplacer le discours du commercial. Ensuite, personnaliser les présentations PowerPoint avec les noms, les noms d'entreprise, des slogans de l'entreprise, ça marche pas mal, hein. Présentation PowerPoint pour l'entreprise bidule. Alors, faut pas non plus faire too much en mettant trop le logo de l'entreprise. Parfois, les gens disent attendez, c'est notre logo, c'est pas c'est pas, on n'est pas encore vos clients, mais il faut quand même personnaliser un tout petit peu, voilà. Bien sûr, après un intranet ou un CRM qui regroupe les outils marketing qui permettent d'avoir les infos. Voilà. Alors, dans la partie action commerciale. Action commerciale, en fait, c'est comment on va pouvoir faire du business, hein. C'est par exemple identifier des pépites dans l'entreprise et les remettre en lumière. Ça peut être des stocks de produits, des produits stars, des nouveautés, des produits qui sont un peu méconnus ou faire des bundles, etc. Mettre en action une qualification de fichiers en interne. Parfois, moi, il n'y a, pas très longtemps, en fait, on a changé de commercial sur la Suisse et on s'est rendu compte en fait que on avait récupéré via des actions de prospection des prospects. Et en regardant dans notre CRM, on s'est dit, bah, tiens, mais ils existent déjà ces prospects-là. Et on s'est rendu compte qu'on avait participé à une foire, c'était la foire Saint-Marc à Genève, je crois, c'est en Suisse en tout cas, hein, la foire Saint-Marc. Et on s'est rendu compte que dans les quelques prospects qu'on avait récupérés depuis quelques semaines ou quelques mois, il y en avait beaucoup qui venaient de cette fameuse foire Saint-Marc et qu'on avait un fichier de 1700 personnes qu'on avait utilisé il y a 2 ans, 3 ans de ça et qu'on n'avait pas réexploité depuis et que de ce fichier-là, finalement, on avait récupéré, on avait maintenant des leads. Donc en fait, des leads, c'est-à-dire des prospects. Donc en fait, on s'est dit, ah ouais, peut-être qu'il y avait un truc qu'on n'avait pas exploité et ce fichier était un petit peu dormant et moi je l'ai réexploité. Réinvitation web séminaire, livre blanc, nettoyage, blablabla. Bla, bla, bla. Donc là, c'était vraiment intéressant. Alors, utilisez vos produits en interne, ça aussi,
c'est vraiment la clé, hein. Moi je dis toujours, si on n'utilise pas en interne ces produits, c'est un peu compliqué de dire aux clients utilisez-les, quoi, hein. C'est vraiment essentiel de faire ça. Donc parfois aussi, c'est remotiver les commerciaux en faisant de la déco de bureau. Ça vraiment, ça a l'air rien, mais c'est vraiment quelque chose qui change. Refaire un coup de peinture, remettre un peu de déco. Moi, en fait, je l'ai vu en fait dans des plateaux de télévente où on était, allez, on va dire 50 à 100 télévendeurs. C'est vrai que mettre un petit challenge commercial sur le thème, par exemple, des pirates ou c'est le terme des Jeux Olympiques, et remettre une petite déco et faire les différentes équipes qui jouent, qui font eux-mêmes leur petite déco. C'est vraiment sympa et ça permet de remotiver les équipes à vendre en fait. Alors autrement, bon, une partie qui me tient à cœur, hein, c'est une autre partie, c'est l'amélioration de la coopération entre le marketing et les ventes. Bah, c'est souvent choisir moins de leads, mais des leads de meilleure qualité. Il ne faut pas transférer tout et n'importe quoi aux commerciaux. Ça, si vous transférez brut de fonderie tous les leads comme ça, vous allez vraiment vous attirer les foudres des commerciaux. Donc mettre une prime à la détection chez les équipes techniques, les services, etc. Quand un technicien SAV, quand un consultant détecte un lead, bah, qu'il ait un bon cadeau. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que parfois, il y a une frustration. Les techniciens, les consultants détectent un prospect, ils l'envoient au commercial. Le commercial dit ouais, super sympa. Et ensuite, on félicite le commercial pour avoir fait une vente et d'avoir détecté le prospect, machin. Et le technicien, lui, il dit bah ouais, moi j'ai généré 50 000 euros parce que je sais moi qui les ai prestés après en plus derrière, mais je touche rien. Donc il faut quand même qu'il y ait ici une incitation, un incentive pour tout le monde. Voilà. Un programme de parrainage chez les clients, ça aussi, hein. Si vous avez des clients, parfois ce sont vos meilleurs prescripteurs s'ils sont contents. Donc bien sûr, renvoyer à l'équipe marketing les clients contents ou mettre en place une étude NPS pour savoir quels sont les clients fans et leur demander de témoigner. Mais mettre plus d'humains dans l'entreprise, moi je l'ai fait dans l'entreprise pour laquelle je travaille. En fait, j'ai pris des photos de tous les personnes de l'équipe et on a mis leurs photos dans la signature d'email. Et c'est vachement sympa parce qu'on voit la personne, c'est pas un inconnu, c'est vraiment de la personnalisation. Voilà. Revoir les rôles et missions du directeur commercial, ça c'est une partie qui parfois est un peu mal comprise. Certains directeurs commerciaux sont un petit peu soit des pompiers, c'est-à-dire qu'en fait ils sont là pour en fait intervenir sur toutes les actions, pour dire ouais ok t'inquiète pas je m'en occupe etc. Et puis un peu le commercial après se sent déresponsabilisé. En fait le directeur commercial est passé sur le terrain, donc il faut voir un petit peu la limite entre les deux et éviter les réunions inutiles. Souvent un directeur commercial est invité pour tout et n'importe quoi. Il faut véritablement le faire venir uniquement là où il apporte de la valeur. Voilà. Alors, une chose importante, on a vu pas mal d'actions hein, qu'on peut mettre en place. Le but n'est pas de répondre à toutes les demandes des commerciaux, mais les prioriser, hein. Et puis de toute façon, je dis toujours, c'est pas l'outil qui va apporter des solutions, hein, ce sont que des moyens. C'est un petit peu un suivi, une philosophie, etc. C'est pas parce que vous mettez en place un CRM, c'est pas parce que vous mettez en place une veille concurrentielle, etc., etc., que ça va donner des résultats. S'il n'y a pas un suivi derrière, que les gens n'utilisent pas sur le terrain. Voilà. Donc ça c'était l'étape numéro 2, c'était un petit peu ce qu'on peut mettre en place, hein, la liste d'actions prioritaires, qu'est-ce qu'on va mettre en priorité dans l'entreprise, on ne va pas tout faire en même temps. Encore une fois, on met les choses là où ça a le plus d'impact. Et là, on va analyser les résultats. Donc en fait, on va essayer de faire donc un ROI rapide hein, là-dessus. Et là, tout simplement, on va analyser de manière quantitative et de manière qualitative. Par exemple, c'est les clients contents, ça peut être le win-back, ça peut être etc., etc. Donc en fait, on fait un petit bilan en disant bah, tiens, et ça marche. Et bien sûr, lors de la réunion commerciale, après, on va dire tiens Toto, est-ce que tu peux parler des résultats? Et le commercial Toto, lui, il va dire ouais, je suis content, grâce à cet outil, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça conforte l'équipe et c'est vraiment important. Voilà. Et après, donc l'étape numéro 4, hein, c'est mettre en place la politique d'amélioration continue. Le Sales Enablement, c'est pas une action coup de poing, mais un processus. On commence par faire ceci, cela, cela, et ensuite on intervient de manière régulière. Alors au bout d'un moment, vous allez voir que bah, ça va avoir moins d'impact, hein. Au début, on va faire des gros pas en avant, des gros bénéfices, et au bout de quelques fois, ça va un petit peu ronronner. On voit plus trop ce qu'on peut faire. Bah, c'est pas grave, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On espace. Au début, on fera peut-être une action tous les mois, ensuite ça va être tous les 3 mois, ensuite ça va être tous les 6 mois, et puis après c'est une fois par an. Donc le sales enablement, c'est pas du coup de poing, mais il faut le mettre sur le temps et dans le temps. Voilà. Donc faire intervenir le marketing en des réunions commerciales, des réunions one-to-one, des boîtes à idées, ça c'est quelque chose qui est essentiel. Voilà.
Donc pour finir, hein, le sales enablement, c'est pas vraiment nouveau, hein, depuis toujours on essaye d'améliorer l'efficacité commerciale, mais ce qui a changé c'est que maintenant en fait il y a une concurrence qui est plus forte, donc on ne peut plus faire comme avant, puis surtout il y a des outils, il y a des nouveaux outils, ça peut être du CRM, de la sales intelligence, des médias sociaux, des apps mobiles, qui permettent en fait aux commerciaux d'être plus efficaces. Il faut ouvrir les yeux, le métier de commercial est en train de changer, le métier de directeur commercial est en train de changer, le métier de responsable marketing est en train de changer. Il faut évoluer et justement le sales enablement est là pour ça, pour faire évoluer les choses et donc donner aux commerciaux les moyens d'atteindre leurs objectifs dans un contexte économique qui est parfois plus difficile. Donc voilà, à vous de jouer et à vous de mettre en place l'audit et après le plan d'action.